Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu des mails de menaces, enfin j'étais submergé, on m'a dit quand est-ce que Cyril revient pour un nouveau débat. La mort dans l'âme, j'ai pas pu résister, je me suis dit que faire, et bah oui, il revient, Cyril il revient pour un nouveau débat. Cyril, comment vas-tu? Bah bien, bien. Bon, d'accord. Bon, bref, on va essayer de faire moins long que la dernière fois, mais là, parce que là, c'est quand même un film encore une fois important, un film événement. Je vais bien sûr parler de La forme de l'eau de Guillermo del Toro, film multi-récompensé. Il a eu le Lion d'Or à Venise, il a eu 2 Golden Globes, 4 Oscars, dont Oscar du meilleur film bien sûr, mais du meilleur réalisateur. Donc c'est un film multi-récompensé, et pourtant, le public a l'air partagé et on va essayer de comprendre pourquoi, est-ce qu'il y a des problèmes dans ce film ou pas. Bah, on va essayer de voir, c'est le débat. Alors d'abord, tout simplement, t'as pensé quoi du film, rapidement? J'expliquerai pourquoi et peut-être ce qui m'a gêné. J'ai eu du mal à rentrer dedans, à rentrer dans le film, émotionnellement parlant. Donc, là pour en parler, j'ai été chercher plein de trucs. On va dire des choses. Je crois peut-être que j'ai trouvé. Enfin, j'essaie de comprendre pourquoi. Moi, en tout cas, je suis pas rentré dans le film. Mais c'est un très beau film. Voilà. Faut pas. Alors moi, pour dire la vérité, moi j'ai bien aimé le film, je suis vraiment rentré dedans. Mais voilà, après en sortant, je ne sais pas, il y a une petite pointe de déception. Est-ce que j'en attendais trop? Car pour moi, Guillermo del Toro, c'est un cinéaste culte, c'est un cinéaste que j'adore. Est-ce que j'en attendais trop, vu les récompenses et tout ce j'ai entendu parler de ce film? Voilà, j'étais un peu déçu. Et alors bizarrement, plus il y a les jours qui passent et plus j'ai envie de le revoir et plus je garde de bons souvenirs en fin de compte de ce film et j'ai l'impression que voilà, plus je l'aime, plus j'y pense. Voilà, c'est assez étonnant. En général, c'est le contraire qui se passe, surtout avec moi. Mais je ne sais pas, plus je pense à ce film, plus je l'aime en fin de compte. Et je vois maintenant plus les qualités que ses défauts, mais il y a surtout 2 défauts pour moi importants, mais je vais bien sûr je vais les dire lorsqu'on va développer. Bon, alors on va commencer par l'intrigue. Qu'en as-tu pensé de l'intrigue? Alors, bon, tout le monde connaît l'intrigue, on va pas... Voilà, ça se passe au moment de la guerre froide, dans les années 60. Une histoire, on va dire une romance entre une femme muette et une créature aquatique. Voilà, grosso modo, c'est ça. Le film est bien sûr un peu plus complexe que ça, mais j'imagine que le film est sorti il y a 2-3 semaines, vous connaissez l'intrigue. Mais qu'est-ce que tu en as pensé justement du scénario? Spoiler, oui, si on... Ah oui, alors ça je le dis, hein. C'est archi spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas la vidéo, regardez-la après. Voilà. Là, on spoil à mort. Alors l'intrigue. Bon, d'abord, je voulais rebondir sur ces espèces de polémiques qu'il y a eu sur le fait que peut-être que Del Toro a copié des films ou pas. Moi, j'étais chercher, c'est quand même une intrigue qui remonte à loin. Et on peut aller assez loin. Alors bien sûr, il y a la créature du lac Noir. J'ai été chercher, si on veut comprendre d'où vient d'abord la créature du lac Noir, le film de 56 de Jack Arnold, ça vient en fait carrément de découvertes qui ont été faites au XVIe siècle en mer Baltique. Des découvertes de 2 créatures qu'on appelle le Sea Monk et le Sea Bishop en 1546, entre 1546 et 1551. Et ce sont des créatures amphibiennes, oui, amphibiennes, voilà, qui auraient été capturées vivantes et données au roi de Pologne à l'époque. Il y en a eu, on n'a pas de photos de ça, mais des dessins ont été faits. C'est pour ça qu'on les appelle Sea Monk et Sea Bishop, parce que ceux qui les ont dessinés les ont fait ressembler à des moines et des évêques. Toujours est-il que cette légende vient de là. Voilà, ça fait partie de la cryptozoologie. Petit à petit, cette histoire est restée, hein, les siècles durant. Il se trouve que dans les années 40, l'un des producteurs et collaborateurs d'Orson Welles, on avait parlé à Orson Welles
Orson Welles, lui, il a fait Citizen Kane en 41, mais du coup, le producteur en question, qui s'appelle William Halland, a écrit petit à petit un script qui, à peu près 10 ans après, qu'il a proposé à Jack Arnold, et c'est ce qu'est devenu La créature du lagon noir. À la fin de La créature du lagon noir de 56, la créature n'est pas tuée. Film culte pour toute une génération qui ont la quarantaine, puisque nous avons tous vu le film lors de cette fameuse soirée de la dernière séance, qui je crois, dernière séance des années 80, forcément, on avait, rappelez-vous, tous ceux qui ont 40 ans s'en souviennent, on avait tous nos fameuses lunettes en relief, un côté rouge et l'autre c'était vert ou bleu, je sais plus. Rouge et vert, un truc horrible. Et on a tous mis ces lunettes en voyant le film à la télévision et on a tous eu mal à la tête au bout de 10 minutes. Voilà. Ce qui fait qu'on les a tous enlevés. Mais alors, ceux qui ont moins de 30 ans ne savent pas du tout ce que s'est passé. C'était un raz-de-marée, c'était un truc de dingue, vous pouvez pas imaginer. Lors de la projection de cette diffusion de ce film à la télé, on avait tous nos lunettes. C'était un truc de fou. Toute la famille avait des lunettes. On avait tous nos lunettes et ça a été un succès incroyable. Vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Ça a été incroyable. Il y avait des ruptures de stock dans les librairies. C'était un truc de fou. Et en fin de compte, cette expérience-là n'a jamais été reproduite puisque tout le monde s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Et le relief est maintenant ce qu'il est. Pas la télé en tout cas. Mais déjà, ce qui est très étrange, c'est que le film est en noir et blanc. Ça, c'est quelque chose qui me surprend parce que, pour le coup, je m'en souvenais pas comme ça. Le film est en noir et blanc et il a été malgré tout produit en relief. Le film de 56. Tout ça pour dire, très officiellement, Guillermo del Toro a écrit La forme de l'eau en se référant très clairement à La créature du lagon noir. Oui, tu penses que c'est une suite. Pour moi, c'est carrément une suite. C'est une suite. Del Toro dit que c'est remake suite, mais parce que à la base, ça serait plutôt effectivement. Midi suite, suite. C'est clairement une suite déjà parce que le personnage de Michael Shannon dans le film de Del Toro dit clairement qu'il a capturé cette créature dans les marécages d'Amérique du Sud. C'est exactement là que se perd la créature à la fin du film. Mais là où c'est peut-être un remake, c'est qu'il faut savoir qu'en 56, Jack Arnold en a fait une suite qui s'appelle La revanche de la créature du lagon noir. Et l'intrigue ressemble beaucoup à ce qu'a raconté Del Toro. La créature est recapturée. À la King Kong, elle est amenée en Floride et elle est montrée, elle est exposée dans un parc aquatique. Et la créature se lie d'amitié avec une femme qui travaille dans ce parc, et la créature va s'enfuir, voilà, et mettre le chaos dans la ville, un petit peu à la King Kong en fait. À la limite, ce serait plutôt le remake de La revanche de la créature du lagon noir, la suite du film. C'est certain que Del Toro l'a évidemment vu. Voilà. Très clairement, il a été dit aussi très officiellement que le costume se réfère vraiment au costume de l'époque du film de 56. Oui, incarné par l'acteur Doug Jones. Incarné par Doug Jones. Qui est spécialisé dans ces rôles-là. Qui avait joué Abe dans Hellboy, qui est une créature. Ah oui, alors pour toi, la créature du Hellboy, c'est la même. Moi, j'ai vu les photos. Non, c'est pas la même. Del Toro a dit clairement, il n'y a aucun rapport, c'est pas la peine d'essayer de chercher un lien entre les deux. Voilà. C'est juste que c'est le même acteur et c'est une créature amphibienne. Abe, dans Hellboy, il parle, il communique, il n'y a aucun problème. C'est autre chose, mais très clairement il a dit que il a repris les mêmes idées de costume que le costume de 56. Donc Del Toro il a écrit son histoire, dit-il, depuis 2011. Il n'y a aucune raison de ne pas le croire, et ça fait depuis 2011 qu'il a écrit cette histoire, qu'il a écrit cette histoire qui est une suite donc de La créature du lac noir. Ce qui est touchant quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que il a écrit et il a commencé à financer de sa poche tout ce qui est la partie préparation et design, donc le design de la créature et le design du laboratoire. Donc là l'unité de lieu carrément, enfin c'est pas vraiment une unité de lieu, mais là où se passe toute l'intrigue. Par l'appartement, il y a le laboratoire. Il a financé de sa poche tout le travail sur le costume et le laboratoire. Avant de pouvoir en parler en 2014 à l'actrice Sally Hawkins. C'est la première personne à qui il en a parlé.
Excellente dans le film. Hein. Elle est Vraiment, extraordinaire. elle est excellente. Elle a une beauté singulière. Une beauté singulière, c'est exactement pour ça qu'il l'a choisi. Beauté singulière. Je sais pas, il y a des plans où elle est pas, faut dire ce qu'il est, elle est pas terrible. Et il y a des plans où elle est magnifique. Elle est fascinante. Elle est bien. Oui, elle est bien, vraiment bien. Il voulait absolument pas que ce soit une gravure de mode, quoi. Non, bien sûr. Mais il y a des moments où elle est belle. Hein. Elle a vraiment une beauté singulière et ça colle bien avec le personnage et l'ambiance du film. Hein. Alors comme il le raconte, donc c'était. Puisque dans ce film tout est singulier. Hein. Ouais, c'est exactement. C'est une des thématiques du film. Et de toute façon, c'est une des thématiques de l'œuvre de Del Toro. Del Toro a toujours aimé la différence. Il met toujours en avant la différence, la monstruosité, qui est plus intéressante, plus fascinante pour lui que des gens bien pensants ou beaux. Voilà. Exactement la même thématique que les films de Tim Burton. Hein. Tim Burton fait ça aussi. Cliff Barker avec Cabal, c'est exactement ça aussi. Sauf que ou La Belle et la Bête avec Cocteau. Enfin, il y a des tas de films, c'est ça. Hein. Del Toro, lui, il rajoute le côté Lovecraft. On sent encore une fois dans ce film-là, chez cette créature, qu'elle vient de très longtemps, mais que c'est un ancien dieu, on va dire. On pourrait dire ça. On peut dire ça. Il le dit. Il le dit. C'est un dieu. Dans le film. Un dieu bizarre. Oui. C'est une créature qui entre dieu, de divinité et monstruosité animale, les deux à la fois. Monstruosité animale. Parce qu'il mange les chats comme Alf. Hein. Oui, voilà, c'est Alf. On va l'appeler Alf. J'y ai pensé aussi, bien sûr. Est-ce un hommage à Alf? Alors, je pense pas, officiellement, la créature s'appelle Gilles Man, parce que le Gil, ce sont dis-moi, comment on appelle ça en français? C'est là qu'elle respire. Ah, les bronchites, voilà. Ce sont les bronchites. Le Gilman, officiellement en anglais, c'est comme ça qu'il s'appelle. On pourrait l'appeler Alf. Et donc il a des pouvoirs assez surnaturels. Par exemple, il pourrait faire ça et fait pousser les cheveux. Oui, moi, il l'a fait déjà. Non, mais moi, bon, j'en aurais besoin. Moi, ça a marché. Il est potentiellement indestructible puisque on lui tire dessus et il efface les balles comme il veut. Mais bizarrement, il est malade. Moi, je dirais après, moi, c'est ce genre de choses-là qui m'a gêné. Il a le droit. Il a aussi le droit de vie et de mort. Hein. Il tue. Hein. Il tue. Oui, il n'y a pas que les chats. Hein. Oui, on a le droit de spoiler à mort. Oui, hein, oui, donc, oui, il tue, ça va jusque-là. Donc, il juge. Hein. Donc, oui. C'est pas. Oui, enfin, il tue, oui, c'est pas qu'il juge, mais c'est-à-dire que. il tue celui qui l'a torturé, quand même. Donc, bon. Et qui a tiré sur la belle. Voilà. Et qui a. C'est pas La Belle et la Bête. C'est là qu'on va venir la petite polémique autour de ça. C'est là que peut-être on n'est pas d'accord. Alors une des critiques... Elle s'appelle Esposito. Je voulais quand même dire une chose. Le personnage de Sally Hawkins s'appelle Esposito. Oui. Ça veut dire quelque chose d'assez énorme. Esposito, alors c'est dit dans le film que Esposito, ça veut dire poser à part et retrouver. Évidemment, ce qui est classique dans ce genre d'histoire, c'est que c'est une femme. Le bébé a été retrouvé, c'était quoi précisément, au bord d'une rivière et posé devant un orphelinat, quelque chose comme ça. Le personnage de Sally Hawkins. Je sais plus. Elle est présentée comme orpheline. Elle a une cicatrice absolument énorme, 3 cicatrices absolument énormes à la gorge. Et elle s'appelle Esposito. Esposito, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire être posé à côté. Être à part. On peut aussi le dire comme ça. Esposito, c'est être à part. C'est un personnage qui est à part. Elle est muette. Alors, croit-elle, ou nous dit-on, qu'elle a cette énorme cicatrice, qu'elle a cette blessure qui l'a rendue muette. Toujours est-il que dès le début, on nous montre qu'elle est dans l'eau, que son élément à elle, c'est l'eau. Elle rêve dans l'eau, elle fait bouillir, elle fait beaucoup bouillir des œufs. Bon, évidemment, on fait bouillir des œufs dans l'eau, mais on nous le montre de manière mais l'eau est très omniprésente. L'eau est absolument omniprésente. Il pleut dehors. Hein. Il pleut beaucoup dehors, il pleut à l'intérieur. Il pleut à l'intérieur, cette fameuse scène même du cinéma. Voilà, hein.
Scène magnifique d'ailleurs. Ce qui a dû être hallucinant pour les premiers spectateurs, parce qu'il se trouve que la première séance du film s'est déroulée dans le cinéma qui est montré dans le film. C'est pas un décor, c'est un vrai cinéma, et le film a été projeté pour la première fois dans ce cinéma-là. Donc quand il pleut, j'imagine les spectateurs qui ont vu les yeux au plafond, parce qu'ils étaient bel et bien dans la même salle. L'aspect biblique est d'ailleurs présent dans les films, les films qui sont présentés dans la salle de cinéma où habite cette femme, on va dire comme ça. J'ai un chat dans la gorge, comme la créature. Tu l'as mangé. Ouais. Le fait qu'elle fasse bouillir des œufs et qu'elle lui offre des œufs, ça veut dire quelque chose. On peut dire carrément que c'est une sorte d'aveu de sa sexualité en quelque sorte, puisque l'œuf, c'est sa fertilité. Elle lui offre sa fertilité, et dès le départ, cette femme-là, muette, va se retrouver et va tomber finalement amoureuse comme un coup de foudre de cette créature-là, qui est aussi mise à part, mise de côté, qui est Excusez-moi, mais continue. Le chat va sortir. Cyril, moi je vais boire. Et donc elle lui offre, c'est très important le fait qu'elle lui offre des œufs. C'est symboliquement très parlant, puisque c'est comme si elle lui offrait sa fertilité. Je bois de l'eau. Je suis raccord avec le film. Elle va carrément avoir des rapports sexuels sous l'eau avec cette créature. Mais c'est comme si elle ne pouvait avoir de rapports sexuels que sous l'eau. C'est montré très clairement comme ça. C'est comme si avec la scène magnifique, peut-être la plus belle scène du film dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Voilà. Où elle est submergée par l'eau, et c'est peut-être la plus belle scène du film. Et elle dit clairement qu'ils ont fait l'amour sous l'eau. Elle explique comment après, par langage des signes. Le langage des signes montre que cette créature est capable de discuter de manière intelligente, puisque la créature reprend le langage des signes. Et d'ailleurs, ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, en général, les histoires des romances entre la belle et la bête, c'est très platonique, hein, que ce soit dans Édouard aux mains d'argent, ou avec La Belle et la Bête, ou d'autres films. Et là, dans ce film-là, ça va jusqu'au bout, quoi. Il y a pas, ça va vraiment jusqu'au bout. Il y a un rapport sexuel entre la belle et la bête. Attends, je me souviens pas que dans le film de Cocteau, la belle se tape la bête, hein. Je ne pense pas. C'est hors champ, hein. Il faut d'abord qu'ils se marient. Oui, voilà. Sinon... Donc non, mais là, ça va jusqu'au. Enfin, à part, j'imagine, des séries B ou séries Z que j'ai pas vues, j'ai jamais vu un film qui va jusqu'au bout à ce point-là. Et ça, c'est un des points forts du film. Et je dirais presque, voilà, c'est une de mes réticences du film, c'est ma plus grosse réticence du film. On a du mal à croire à cette histoire, à cette relation, on va dire, oui, amoureuse. On a du mal parce que, il faut dire, Del Toro a eu le mérite de ne pas trop humaniser cette créature, de ne pas la rendre, pas tout humaniser. Voilà, de ne pas la rendre vraiment agréable à regarder. Il faut dire ce qu'il est. Si je voyais cette créature à 10 mètres de moi, mais je fuirais en courant et je ferais des cauchemars chaque nuit pendant 2-3 mois. Mais non, non, c'est pas le cas. Et ça, c'est un des mérites de Del Toro d'avoir jusqu'au bout. Mais d'un autre côté, je ne peux pas y croire. Et je pense que tout le film est sur le fil du rasoir, du début jusqu'à la fin, il est toujours sur le fil du rasoir, parce qu'on peut aussi parler d'un certain peut-être manichéisme aussi, qui m'a aussi dérangé, même si là encore en creusant on peut nuancer. Mais c'est vrai que c'est un film très linéaire, très classique dans sa narration. Ce qui est classique dans ce genre d'histoire, c'est que... Et pourtant, il est très classique, très linéaire, j'ai pas envie de dire simpliste, on va dire simple. Et pourtant, il y a quand même des choses qu'on n'a quasiment jamais vues avant. Mais ça va tellement jusqu'au boutiste que j'ai presque envie de dire peut-être que ça va peut-être trop loin. Mais d'un autre côté, s'il ne le faisait pas, le film n'aurait aucun intérêt. Oui, c'est ça le truc. Et puis ce serait pas son style. Le film n'aurait aucun intérêt s'il ne l'avait pas fait. Il le fait de manière complètement barrée. Je veux dire, on se souvient par exemple de la fameuse scène de La Planète des Singes de Tim Burton, où le héros est amoureux du chimpanzé, mais les producteurs ont interdit que ça aille jusqu'au bout. Tim Burton, il rêvait, d'ailleurs on pense que c'est pour ça qu'il a signé, il voulait une réelle histoire d'amour entre le héros
et là où le Ils chimpanzé. finissent par s'embrasser. Et dans le c'est film pour de ça que Burton, les hein. producteurs, ils ont dit non, tu vas pas, et qu'ils ont imposé l'actrice mannequin, la blonde là, Stella Warren. qui l'ont imposé parce que les producteurs disent non, tu ne peux pas, ça va trop loin, ça ne peut pas fonctionner. Et Del Toro, il a osé le faire. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter ça? C'est ça le truc. Pendant toute l'histoire, c'est vrai que j'étais un peu extérieur au film au niveau de la romance. Heureusement qu'il y a d'autres choses où je me suis raccroché. C'est cette romance entre cette créature et l'héroïne. C'est vrai que on peut pas vraiment adhérer à ça. Alors voilà, on peut seulement l'apprécier peut-être au second xème degré, ou alors en intellectualisant peut-être la relation, en disant que cette créature est un être symbolique de la différence. Voilà, Bien sûr que ça a été pris comme ça. on le voit comme ça, parce que Oui. c'est vrai qu'au premier degré, le film fonctionne pas. Au premier degré, C'est pour ça que quand il a raconté l'histoire Au premier à degré, Sally Hawkins, ça ne il était fonctionne pas. bourré et ça fonctionne encore moins. Au premier Bref, degré, ce qui est encore plus classique là-dedans, c'est que finalement, Alors, c'est la créature qui est plus humaine que son bourreau. C'est-à-dire le Ah, mais ça, personnage de Michael Shannon ça, se c'est- révèle être monstrueux, totalement monstrueux. Lui, il est complètement manichéen. Lui, il n'y a pas de gris. Je veux dire, c'est blanc ou noir. Je réussis ou je suis dans la réussite ou je suis dans l'échec. Je supporte pas l'échec. Donc, ce personnage-là ne peut que Mais attention, se faire tuer. c'est là, je quoi. pense pas que j'ai dit que c'est un film manichéen, on peut le penser, mais aussi quand même, Del Toro, alors rare fois, mais il y a quelques plans, on voit où le méchant vit avec sa famille, sa maison, on sent qu'il est mal, et on sent qu'il est broyé par le système, et c'est le système qui l'a rendu comme ça. On est, on a l'impression, c'est vrai qu'on sinon, pourquoi avoir montré ces scènes avec sa famille, ses enfants, ou, sinon, parce que dans la plupart des films, le méchant, on le voit pas, sa famille. Là, on le voit très peu, c'est vrai. Et on le voit, et d'ailleurs, il y a la femme qui dit, est-ce que tu es bien ici? Il dit, on ne peut pas être bien à Baltimore. Qui aime Baltimore? On sent qu'il est mal. Il est mal. Et vers la scène du fin où le général, enfin son général ou son chef, je ne sais pas, lui dit en gros, le jette. lui dit en gros que t'es une grosse merde. Oui, c'est un dinosaure. C'est là où le mec il pète. Il lui fait clairement comprendre que c'est lui le dinosaure. C'est là le mec qui pète littéralement les plombs, quoi, parce qu'il est broyé dans il n'a plus rien à perdre. Il est broyé dans un système, voilà, où on peut dire quasiment lui aussi est une victime. Et d'ailleurs, c'est ça l'intérêt du film. Ils sont tous broyés par le système. Ils sont tous, que ce soit l'amie de l'héroïne, la femme de ménage noire, jouée Octavia, je ne sais plus son nom. Oui. Voilà. C'est pas par hasard qu'ils sont tous là. Ou l'ami, le voisin de l'héroïne, pareil, lui aussi n'est pas bien. Ils habitent ensemble. Il dit d'ailleurs, ils sont pas voisins, ils habitent vraiment ensemble. Il dit d'ailleurs même dans cette phrase, je suis né trop tôt ou trop tard. Trop tard. Voilà, les gens sont pas bien, et cette créature cristallise tout ça. Et si on voit pas le film comme ça, le film fonctionne pas. On est dans l'entre-deux, on est en 62. Alors pourquoi on sait qu'on est en 62? Il faut regarder les plaques d'immatriculation des voitures. Toutes les plaques correspondent à l'année 62 en fait. Donc on est avant 63, on est pile dans le plus haut de la crise entre les Russes et les Américains, ce qui est aussi dit dans le film. C'est pour ça qu'il y a une atmosphère qui est très très oppressante, qui est politique finalement et sociale, qui est très oppressante. Le racisme est toujours là. Je veux dire, tout ça va exploser quelques années après dans la société américaine, en 68-69, tout ça, ça explose. Mais on n'en est pas encore là. On est encore dans l'illusion des années 50, en 62. Et c'est aussi ce que montre ce film. Il ne regarde à la télévision que des comédies musicales de la décennie précédente. Oui, alors ça c'est intéressant aussi. Il rentre pas dans le piège un peu à l'hommage méta. Il n'y a pas la créature du lac noir. On aurait pu la créature du lac noir ou un autre film de Jack Arnold à la télé et tout. Ça, il le montre pas. Il y a Shirley Temple et Monsieur Ed ou Ginger Rogers. Voilà, donc on voit, il a l'intelligence de... Enfin, l'intelligence, c'est son style à lui, il n'a pas voulu, point. Alors, on va avancer. Alors, une des critiques du film, et ça, je pense que c'est surtout en France, c'est l'esthétique du film. Enfin, beaucoup disent c'est un pompage de Caro Jeunet. Alors moi je trouve ça ridicule. Ouais, c'est facile. C'est que tout simplement c'est un film qui a une direction artistique. Et les seuls cinéastes français qui travaillent leur direction artistique, c'est Albert Dupontel et Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro.
Donc forcément, on se dit ça ressemble à ça. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a une direction artistique. C'est pas que ça veut copier à ce que fait Jean-Pierre Jeunet, c'est que ça a du sens. Le film Alors, on dit toujours tend que vers le vert et voilà. le film commence par le vert et tend vers le rouge de plus en plus. Plus on va vers le drame, plus on va vers le rouge. Et le film est vert parce qu'on parle d'une créature amphibie qui ne peut vivre apparemment que dans de l'eau qui est verte. D'ailleurs, la verte est omniprésente dans le film. La Il y a couleur la gelée extrêmement verte. présente. Enfin, la verte. On impose la couleur verte au personnage de Michael Shannon alors qu'il déteste cette couleur. On impose la couleur verte à l'artiste joué par chez Richard Jenkins alors qu'au départ il voulait faire quelque chose de rouge. Non, il faut du vert. Dans la psychanalyse des couleurs, je crois que le vert, ça symbolise la folie, je crois. Hein, c'est ça. Hein, je dis une connerie là. Il me semble que c'est ça. Hein, la psychanalyse des couleurs. Je sais pas si on peut aller par là. Oui, c'est je crois ça, que le vert symbolise la folie, je crois. Hein. La folie, à part, mais enfin, le vert, ça symbolise surtout la terre en fait. Hein. Le rattachement à la terre et le rattachement à l'eau. Enfin, tout ce qui est eau et terrestre. Il y a surtout ça là-dedans qui est dit dans le film. Alors le film il a eu l'Oscar des décors, des meilleurs décors. Quelque chose à dire dessus ou pas? Je crois qu'il a, par contre, c'est vrai qu'il faudrait revoir le film. Comme je dis, il a travaillé sur les décors dès le départ depuis parce 2011. Que les décors ça peut être travaillé, symbolisent souvent la psyché des personnages. Mais, alors, ça va assez loin. La forme des fenêtres, paraît-il, représente un peu les yeux de la créature. C'est rond. Enfin, là, ça ressemble à des poissons carrément, oui. Voilà. Des poissons ou des acteurs voilà. de poissons, bon, tous les posters qui sont. J'avoue que là, il faut revoir le film. Voir le film 15 fois et faire des arrêts sur image, comme mais je pense que là, les décors, c'est mérité. Oui. C'est mérité. Tout est travaillé pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire pour montrer que ce personnage-là, joué par Sally Hawkins, Elisa, a des prédispositions dans sa vie, dans sa manière de vivre, pour aimer cette créature. D'accord. Et alors, il y a autre critique. Alors ça, c'est très étonnant. C'est où je déteste, où j'adore. C'est l'un ou l'autre. C'est la musique d'Alexandre Desplat. Mais moi, en voyant le film, j'ai trouvé c'est pas la musique que j'adore, mais ça ne m'a pas dérangé. Toi, qu'est-ce que tu penses de la musique? Elle ressemble à du Javier Navarrete, qui est le compositeur attitré de. Bon, je ne sais pas s'il est attitré. Évidemment, il n'a pas fait beaucoup de films de Del Toro, mais c'était Javier Navarrete, c'est celui qui a fait la musique du Labyrinthe de Pan, qui avait eu l'Oscar aussi. Et Desplat, finalement, est entre son propre style et le style de Navarrete. Donc Desplat, on sent qu'il a cherché à coller au style de Del Toro, à ce que veut Del Toro. Moi, je reconnais quand même Desplat. J'ai l'impression d'entendre des mélodies qui viennent de Benjamin Button. Disons qu'il a, oui, alors c'est ça, c'est une des références. Ça, il le dit, c'est une de ses références. Bon, il a rajouté l'accordéon. J'ai l'impression que c'est un instrument qui n'est pas trop apprécié, l'accordéon. Je trouve que l'accordéon, lorsqu'on le réécoute, ça n'a pas une sonorité vraiment d'accordéon. Ça a une sonorité un peu lointaine. C'est pas aussi mis en avant que ça. L'accordéon, on l'entend, mais c'est un peu lointain. Apparemment, c'est pas mis en avant comme la musique d'Amélie Poulain, par exemple. L'idée, c'était plutôt. Le son n'a pas du tout mixé de cette façon-là. L'idée de départ, c'était plutôt un sifflement, en fait. L'idée de Del Toro, c'est de faire entendre un sifflement, que ce soit joué par un accordéon ou un vrai sifflement. Moi, je me souviens pas qu'il y ait des airs qui soient sifflés. Il paraît qu'il y en a, mais je me souviens pas de ça. C'est encore trop tôt. Il faut encore revoir et réécouter la musique. L'idée de Del Toro, c'était d'avoir finalement le moins de violence possible et d'avoir un accordéon ou des sifflements pour contraster avec la prédominance de l'eau dans son film. Essaie de siffler pendant que tu bois, par exemple. Tu peux pas boire de l'eau et jouer de l'accordéon en même temps. Je peux pas, non, je peux pas. Voilà. Je confirme. Donc c'est pour donner ce contraste-là qu'il y a cette présence d'accordéon ou de sifflement. Et finalement, bon. J'ai l'impression que ça fonctionne seulement si on le sait. Ça fonctionne peut-être de manière instinctive. Peut-être tôt, il faudrait revoir le film. La musique me gêne pas tant que ça, mais elle mérite d'être écoutée par ailleurs, c'est vrai. Mais c'est bizarre en voyant le film. Il y a une routine à la Rivière Navarrete. Le début, surtout l'entend à la fin. Mais sinon, au milieu du film, je trouve qu'on n'entend pas tant que ça, la musique. Elle est assez discrète quand même. Elle est très discrète. On pourrait s'attendre à une musique très dramatique, très emphatique. Parce qu'il y a un drame, parce que la musique du Labyrinthe de Pan, on l'entend bien. On c'est une ritournelle qu'on le thème, la sorte de berceuse. C'est vrai que là, il y a difficilement un thème à retirer. Bon, c'est peut-être encore trop tôt, il faut réécouter la musique, mais dans le film, finalement, elle fonctionne bien. Mais je me demande pourquoi il n'a pas été cherché Javier Navarrete. Bon, alors voilà, pour terminer, pour dire, est-ce que
à ton avis, est-ce que ce film mérite toutes ces récompenses, toutes ces louanges, en tout cas au niveau de la presse et visiblement de la profession, même si le public est divisé. Oui, artistiquement parce parlant, que il n'y a pas photo. Voilà. Parce qu'on peut dire quand même que ce film, c'est là quand même. Moi, j'ai envie de dire quand même, ce film pour moi, c'est une synthèse de l'œuvre de Del Toro. On retrouve tout, mais alors absolument tout ce qu'a fait Del Toro avant, tout est dedans. Absolument de toutes les thématiques, tout dedans. On retrouve parce que cette histoire d'amour avec une femme et créature, en fin de compte, il a déjà raconté. Hellboy, c'est quoi? Hellboy, c'est ça. Hellboy, oui, tout à fait. Et la créature, histoire d'amour. Alors bien sûr, là, ça fonctionnait un petit peu mieux, puisque la fille elle-même a des pouvoirs et autres. Donc c'est là. Mais mine de rien, c'est une humaine quand même. On est dans quelque chose d'un peu plus fun. Je veux dire, moi, c'est ça finalement qui. Mais oui, mais bizarrement, regarde dans Hellboy 2, ils ont carrément des enfants. Oui. Et pourtant, ça nous a pas semblé ridicule du tout. Alors, on a accroché. Et pourtant, Hellboy, la créature est immonde aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être parce que c'est du côté comics et c'est que il y a un second degré, il y a un humour que n'a pas du tout voilà. la forme de l'eau. C'est vrai que le film n'a pas d'humour. Bon, quasiment pas d'humour. Il y a très très peu d'humour. Et c'est peut-être pour ça que le film est trop premier degré, peut-être. Trop austère, moi j'ai envie de dire austère carrément. C'est-à-dire que là, Del Toro, pas de chichi, il raconte son histoire et il fait bien, voilà. Mais c'est très austère. Alors voilà, moi c'est sûrement pour ça que je ne suis pas rentré dedans. D'abord, au final, il faut dire une chose, c'est que si on regarde bien, si on accepte la fin telle qu'elle est, qui pose question, est-ce que c'est une fin qui est réelle ou est-ce que c'est une fin qui est imaginée par le personnage de Richard Jenkins, par l'artiste? Oui, mais attention. Parce que sous l'eau, on se rend compte, ce ne sont pas des cicatrices, mais ce sont des branchies. Et elle respire sous l'eau. Oui, mais attention. Ce qui voudrait dire que peut-être, dès le départ, elle est aussi une amphibienne. Et que finalement, cette histoire d'amour, elle n'est pas si, on pourrait dire ça carrément, si interraciale que ça. Elle est peut-être aussi exactement comme la créature. Parce qu'il faut se souvenir, le début s'ouvre sur un conte, sous l'eau. S'ouvre sur un conte, elle est déjà sous l'eau. Voilà. Oui, comme un conte. Donc, elle est déjà sous l'eau surtout. Et elle se finit sous l'eau. Mais seulement à la fin, elle respire sous l'eau. Elle n'est pas morte et elle respire sous l'eau. Ces cicatrices deviennent des branchies. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Deviennent des branchies. Mais est-ce que c'est la créature qui l'a pas fait, C'est un dieu. Il peut tout faire. C'est un dieu, mais ces cicatrices, elle l'a depuis le début. Et finalement, est-ce qu'elle n'est pas une créature amphibienne depuis le début? Tu veux dire ça s'appelle Esposito. Et vu son histoire. Tu veux dire comme la petite sirène? Comme Moïse, on a des films projetés dans le cinéma, dans le film, on a des films bibliques qui sont inconnus d'ailleurs, je ne sais pas où il a été les chercher, mais on pense plutôt à des références bibliques. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est finalement ça qui me gêne et qui fait qu'on n'est pas dans un film de monstre. Pourtant, on a bien affaire à un monstre, mais on n'est pas dans un film de monstre. Le film de Jacques Arnold, c'est un film de monstre. La Belle et la Bête, c'est un film de monstre. Là, c'est pas La Belle et la Bête. Mais il y a une différence absolument notable, c'est que la jeune femme, elle est dès le départ attirée sexuellement et amoureusement, émotionnellement par cette créature. Dans La Belle et la Bête, ou dans le film de Jacques Arnold, ou dans King Kong, c'est pas le cas. La créature est repoussée. Et c'est petit à petit que la Belle devient amoureuse de la Bête. Parce qu'elle apprend à voir au-delà des apparences. Le personnage de Sally Hawkins, le personnage d'Elisa Esposito, n'en a pas besoin. Elle a déjà ça dès le départ. Dès le début, c'est un coup de foudre. Donc il n'y a pas ce changement. Et peut-être que moi, c'est ça qui m'a gêné. C'est qu'on n'est pas dans un film de monstre. On n'est pas du tout dans un film de genre, un film de monstre. On est vraiment dans une tragédie. C'est-à-dire qu'elle est prédisposée dès le départ à aimer cette créature-là, de par sa vie et peut-être tout ce qu'elle a vécu auparavant, et ça remonte peut-être à plus loin qu'on ne le pense, puisqu'elle est peut-être elle-même une créature amphibienne, c'est ce qu'on nous dit à la fin, si on l'accepte telle qu'elle. Mais ça peut être aussi un rêve de l'artiste, hein, Richard Jenkins. Donc, ce n'est pas un film de monstre. Pour moi, c'est un vrai film de monstre, justement, qui essaye de sortir des sentiers battus, tout simplement. C'est heureusement qu'il le fait, parce que sinon, le film perdrait vraiment beaucoup de son intérêt. Mais voilà, l'histoire d'amour, voilà, je veux dire,
on n'y croit pas trop, on n'est pas ému par cette histoire comme on est ému avec Winona Ryder et Edward dans Edward Main d'Argent, ou dans La Belle et la Bête, le film de Cocteau. On n'y croit pas. En plein milieu du film, on n'y croit pas. En plein milieu du film, il y a une scène de danse en noir et blanc où la créature est Sally Hawkins, c'est Fred Astaire et Ginger Rogers. On n'y croit pas parce que c'est simplement c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin, voilà, on a beaucoup de mal, mais en même temps, voilà, Del Toro, il va jusqu'au bout, c'est jusqu'au boutiste de son film. Ça, on peut pas lui reprendre ça. Et moi, je pense que s'il n'avait pas fait ça, son film n'aurait aucun intérêt. Le film serait banal. Le film serait totalement banal. Et il était obligé d'aller jusqu'au bout, d'aller aussi loin, et de sortir un peu des sentiers battus. Et c'était ça le problème, c'est que c'est un film de facture très classique, très linéaire. Et en même temps, il cherche à sortir des sentiers battus. Voilà, c'est un film un peu hybride, comme La Créature, quoi. C'est un peu hybride. Et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu le cul entre deux chaises. On a envie d'adorer ce film, mais voilà, on a envie d'adorer, mais voilà, c'est ça on peut dire ça. Hein. On a envie d'adorer, mais il y a quelque chose qui nous freine. Mais on est quand même bien d'accord pour conclure. Ça mérite quand même le détour. C'est pas un navet, hein, je veux dire, voilà. Les Oscars sont pas. Moi, je préfère largement ça à Pacific Rim, hein, on est d'accord. Bah, s'il y a du Lovecraft aussi, pourquoi pas. Ah, mais on est d'accord, mais je veux dire. C'est Évangélion. Je veux dire, moi, voilà. Évangélion Lovecraft. Je me suis quand même. Non, c'est très bien aussi Pacific Rim. Oui, faut mais dire que j'ai trouvé comme plus intéressant. Si Del Toro n'a pas fait Pacific Rim 2, c'est parce qu'il a voulu faire ce film-là à la place. Bon, j'espère qu'on n'a pas trop ramé. Hein, on est dans l'eau. Hein. Bon, bref, j'espère qu'on n'a pas trop ramé cette vidéo. C'est vrai qu'on est un peu allé dans tous les sens, mais parce que voilà, c'est la passion qui parle. Hein. Moi, ça me fait chier les vidéos où voilà, on parle d'un point A, d'un point B, d'un point C. Non, ça va dans tous les sens. C'est un débat, c'est la passion qui parle avant tout. Donc, on vous encourage à aller voir ce film. Et ben, moi, je vous dis, on se dit, à une prochaine fois, et probablement un nouveau débat, hein, parce que j'ai l'impression que vous aimez ça. Donc, à une prochaine fois pour un nouveau débat. Allez, bye!